Voilà, s'il vous plaît, chers élèves, nous allons démarrer ces journées de révision en terminale. Journée qui a été, n'est-ce pas, initiée par le lycée de Mboro en collaboration avec les anciens du lycée de Mboro qui ont décidé encore une fois de financer ces activités. Parce qu'on est à quelques jours des examens du bac. Nous souhaitons à tous et à toutes bonne chance aux épreuves du bac. Que la chance vous sourie, vous tous. Inch'Allah, et ça va venir, Inch'Allah. Donc, c'est avec un immense plaisir que nous nous présentons ici, au niveau de la paroisse, pour venir présider au nom du lycée de Mboro, mais aussi au nom de tous les établissements de la zone de Mboro. Je veux citer les écoles privées de Mboro, le lycée de Darou et le lycée de Taïba Ndiaye. Et d'ailleurs même, nous avons la présence de Madame Ndiaye, qui nous vient du lycée de Taïba Ndiaye. Il y a aussi les professeurs du lycée de Mboro, que vous connaissez. Je veux citer M. Diop, le coordonnateur de la cellule d'établissement de Mboro, M. Diagne, parce qu'on a deux M. Diagne, Mamadou, professeur de français aussi, et l'autre Diagne, Pape Mamadou, Pape Ibrahima, et Madame Diaye, que je viens de citer, professeur de français au lycée de Taïba Ndiaye, M. Thiomban, et Madame Diouf. Donc, ce sont d'éminents professeurs qui sont présents aujourd'hui pour faire une synthèse, parce qu'il s'agit d'une synthèse, d'un résumé. Parce que depuis octobre jusqu'à présent, vous êtes en train de suivre les cours en français, qui sont un peu éparpillés dans vos têtes. Maintenant, c'est l'occasion pour nous, pour les professeurs de français ici présents, de vous faire une synthèse qui résume tout le programme que vous venez de faire pendant toute l'année scolaire 2022-2023. Donc, nous remercions aussi la paroisse de nous avoir accepté de nous donner gratuitement la salle et les chaises que vous êtes en train d'utiliser aujourd'hui. Donc, un grand merci à la paroisse, à l'abbé. Donc, remercier tous ces professeurs, remercier aussi l'équipe de Vital TV qui a voulu aussi venir couvrir l'événement, parce que c'est hier même qu'on les a téléphonés, ils ont accepté d'être présents ici, pour que les élèves qui ne sont pas là aujourd'hui puissent les suivre après la cérémonie d'aujourd'hui. Donc, remercier les organisateurs qui, depuis hier, se sont attelés à rendre la salle présentable. Je veux citer Ladiane et SIS. Remercier aussi les DG qui ont accepté aussi de venir, n'est-ce pas, rendre la cérémonie beaucoup plus agréable. Donc, en tant que proviseur du lycée de Mboro, je remercie tout ce beau monde. Donc, nous nous excusons aussi par rapport au retard qui a été noté pour le démarrage de l'activité. Parce qu'on devait démarrer à 9 h, mais puisque c'est le premier jour, il fallait faire quelques réglages. Aujourd'hui, nous allons faire français jusqu'à 13 h parce qu'on est vendredi, il faut aller prier. La soirée, les profs de philo vont venir parce que aussi c'est une matière qui est très importante, que beaucoup d'élèves ont des problèmes, n'est-ce pas, de méthodologie, parce qu'ils vont insister, je crois que les professeurs de français vont y revenir sur la méthodologie. C'est ça en fait ce qui est plus important. Les synthèses vont... Parce que dans la plupart d'autres établissements, ces synthèses sont payées par l'équipe qui est... Ben, aujourd'hui, on n'a rien payé par rapport à cette cérémonie. Donc, remercier tous ceux qui nous ont appuyés dans l'organisation de cette cérémonie d'aujourd'hui. Donc, vous allez revenir ce soir à 16 h pour faire la philosophie. Demain, malheureusement, on avait prévu de faire une synthèse, mais on a conseil au lycée. Les professeurs sont pris. Mais Inch'Allah, après-demain, vous allez avoir la synthèse en histoire-géographie à partir de 9 h jusqu'à 14 h. Et la soirée, on a envisagé aussi pour l'anglais. Ce n'était pas prévu au départ. Mais les élèves et les professeurs d'anglais ont jugé nécessaire
n'est-ce pas, de aussi intervenir en anglais. Il y a aussi en mathématiques, pour les élèves de S, il est prévu demain, à partir de 9h au lycée, n'est-ce pas, une synthèse en mathématiques qui sera présentée par un professeur qui vient de Thiès. Donc voilà le programme de ces journées de révision. Donc souhaitez que ça puisse apporter un déclic pour tous les élèves par rapport à ce que vous allez recevoir à travers ces 2 jours de révision en terminale. Donc je vais laisser la parole à M. Diop, le coordonnateur, qui va peut-être entrer dans les détails et peut-être présentation, et il y aura, n'est-ce pas, la participation des collègues par rapport à celui qui va présenter, et je crois que vous allez bien noter par rapport à tout ce qui a été dit. Il ne s'agit pas seulement d'être là, mais de bien écouter et de bien noter, parce que tout ce que vous allez noter, ça va vous servir au bac. Parce qu'au bac, il y a des choses qui sont importantes qu'ils vont vous donner lors de cette journée de révision. Je vous remercie. Merci. Bonjour tout le monde. Je commencerai par remercier d'abord Monsieur le proviseur, remercier encore les collègues qui sont là présents, remercier nos chers apprenants qui sont aussi présents, sans oublier l'équipe de Vital TV qui est là pour couvrir l'événement. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour faire une synthèse en français, discipline fondamentale, qui non seulement aujourd'hui, le français je veux dire, doit d'abord être considéré comme un outil de travail avant d'être considéré comme une discipline. Donc la cérémonie qui nous réunit entre dans le cadre de toujours des activités pédagogiques où nous tenons à accompagner les élèves, à leur faciliter en tout cas la réussite. Tout ce que nous faisons, tous les moyens qui ont été déployés, tous les efforts qui ont été consentis entrent dans ce cadre d'accompagnement, de suivi, pour qu'à la fin de l'année, que nos élèves puissent être sanctionnés positivement avec le baccalauréat, mais surtout avec la mention. C'est notre souhait en tout cas le plus chaleureux et nous vous invitons à vous inscrire dans cette dynamique. Comme nous avons déjà accusé du retard, nous allons directement en tout cas passer la parole à Madame Ndiaye. C'est elle qui, vous la connaissez, elle vient du lycée de Taïba Ndiaye, professeure de français. C'est elle qui va donc faire la prestation et nous vous invitons à davantage de concentration. Prenez note, parce que ça sera ensuite cérémonie, on va voir comment l'appeler encore. Il y aura des échanges, prenez note. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous aurez ensuite la possibilité de poser des questions. Donc, bonne chance et que, en tout cas, l'événement soit fructueux. Madame Yaye, je pense que sans tarder, on peut commencer. Ah ok, oui, vraiment, c'est bon. Je peux ça. Je suis obligée de tenir. Je ne peux pas poser ça ici. Bon, bonjour tout le monde.
Est-ce que je ne pourrais pas poser le micro? Ok. Bonjour tout le monde. Voilà, je me présente, c'est Madame Ndiaye du lycée de Taïba Ndiaye. Voilà. Donc je disais, c'est Madame Ndiaye du lycée de Taïba Ndiaye. Ndiaye. Voilà. Mais mon vrai nom, c'est Djiboun Diola. Voilà. Donc c'est un plaisir pour moi d'être ici, de pouvoir échanger avec vous, élèves de Mboro. Malheureusement, on aurait voulu amener une délégation du lycée Taïba Ndiaye, ça n'a pas été possible parce qu'ils sont dans les cours, on est également en pleine composition. Mais vraiment, c'est un plaisir partagé, un plaisir vraiment immense, qu'on aurait voulu beaucoup plus large si on avait le public de Taïba Ndiaye et le public de Darou. Mais certainement, ce sera partie remise. Voilà. Nous sommes aujourd'hui pour parler de la littérature. Généralement, quand vous faites vos dissertations, vos productions écrites, vous définissez la littérature comme l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une valeur esthétique. Ça veut dire que dans votre définition, on a la notion d'oralité. Ça veut dire que la littérature n'est pas seulement écrite. On a la notion d'écriture qui tire son sens dans l'étymologie même du mot. Maintenant, la notion d'esthétique. Généralement, vous cantonnez la notion d'esthétique à l'aspect beauté, la beauté du texte. Seulement, l'esthétique dépasse le cadre de la beauté. Si par exemple, on prend un texte qui parle du volcan, par exemple, un texte comme Magma, avec un texte tiré d'un ouvrage scientifique, dès que vous lisez les deux textes, ce qui vous frappe, c'est la différence. Ça veut dire que le texte scientifique est explicatif. On vous explique comment se passe le phénomène des éruptions volcaniques. Alors que dans le texte de littérature, on vous présente le volcan comme étant un être malade. Ça veut dire qu'il est malade, il est enrhumé, il tousse, il est obligé de tousser. La manière dont on vous présente le volcan, les images qui sont utilisées, vous frappent. Ce n'est pas seulement la présentation du texte, mais ces images vous frappent parce qu'elles touchent votre sensibilité. Et c'est seulement cela, la dimension esthétique. Disons que c'est le plus. C'est non seulement la beauté, mais c'est cette sensibilité qui se dégage à travers un texte littéraire. Et aujourd'hui, nous sommes là pour à la fois voir comment se conçoit un texte littéraire, quelle est cette dimension beauté, et également quel est l'effet de cette beauté sur le lecteur. Quel est l'effet de cette sensibilité aiguillonnée, de cette sensibilité développée, de cette sensibilité aiguisée sur le lecteur. C'est pour cela que nous avons les différentes fonctions qu'on a dans la littérature. Vous le savez depuis la classe de seconde, que dans la littérature, on a ce qu'on appelle des genres littéraires, qui sont trois principalement. On a le roman, on a la poésie, on a le théâtre. À l'intérieur des genres, on a des sous-genres, comme la fable, comme le conte, comme la nouvelle. On a également ce qu'on appelle des courants littéraires. À chaque siècle, on a son courant littéraire. Les courants littéraires renvoient à des orientations, à une manière de concevoir la littérature. Donc c'est tout cela que nous allons essayer de voir aujourd'hui, durant notre échange. D'abord, nous allons nous intéresser à la spécificité des genres littéraires. Qu'est-ce qui fait qu'un texte est poétique? Qu'est-ce qui fait qu'on a un roman? Qu'est-ce qui différencie le théâtre des autres genres? Nous allons également voir les différentes fonctions qu'on peut retrouver dans la littérature, sachant que les fonctions se recoupent. Les fonctions qu'on a en poésie peuvent se retrouver dans le théâtre, comme peuvent se retrouver également dans le roman. Voilà. On ne pourra pas reprendre tout le cours que vous avez fait pendant toute l'année, en 2 heures ou 1 heure de temps. Non, on va juste reprendre l'essentiel. Maintenant, si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre avec des illustrations. Je sais déjà que vous avez assez de bagages, vous êtes assez outillés pour répondre à ces questions-là. Donc, nous allons d'abord nous intéresser à la notion de poésie. On vous l'a appris au début de l'année. Le mot poésie renvoie à la notion de création, à la notion d'invention. Seulement,
Parfois, vous-même, vous vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez dans un état supérieur. Vous sentez en vous qu'il y a quelque chose, la situation est un peu poétique. Vous regardez une belle fille, sa démarche vous semble poétique. Vous regardez un paysage, le paysage vous semble poétique. Alors que cette même fille peut paraître vilaine pour quelqu'un d'autre. C'est juste un sentiment que vous avez ressenti. C'est pour cela que Hugo dit que la poésie est un monde enfermé, est un monde enfermé dans un homme. Ça veut dire que la première approche de la poésie, c'est ce regard que nous portons sur les choses, le regard que nous portons sur le monde. C'est notre manière d'appréhender le monde, comme le dit Paul Riverdy. La poésie n'est nulle part sauf dans ce regard. Ce regard qui nous permet d'apprécier, ce regard qui nous permet de nous émouvoir. Cette situation qui nous émeut à tel point qu'on se sent transporté. C'est d'abord cela un état poétique. C'est pour cela qu'on dit que la poésie est partout et que tous les hommes peuvent être des poètes. Parce que tout homme ressent cet état poétique. Tout le monde est sensible à son environnement. Seulement la poésie, comme le dit Danzig, la poésie est là où le talent le met. Ça veut dire que toutes les choses ne sont pas poétiques. Aujourd'hui, vous allez, je donne un exemple terre à terre, vous voyagez par exemple, vous allez dans un village, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous êtes dépaysé. En aucune façon, vous ne pourrez ressentir un état poétique. Quelqu'un d'autre y va, il se sent à sa place. Il a l'impression que c'est l'instant, c'est l'environnement qui lui manquait. Et là, il se sent dans un état poétique. Donc, la poésie est là où le talent le met, oui. Mais il a bien précisé qu'un costume bien travaillé, un vêtement bien travaillé, bien porté, est de la poésie. Le vêtement bien travaillé, bien porté est de la poésie. Ça veut dire qu'avant que le vêtement soit porté, il a fallu un tailleur qui a cherché un bon tissu. Et le tissu, les filles, vous le savez, on le cherche suivant le modèle qu'on veut coudre. On ne met pas n'importe quel tissu avec n'importe quel modèle. On choisit le tissu. On coud l'habit suivant la morphologie de la personne. Une personne maigre ne va pas se mettre dans un grand boubou, sinon il va se noyer. Elle va plutôt se noyer. Une personne assez forte ne va pas également chercher un habit qui va la serrer. Non. On choisit l'habit suivant sa morphologie. Chez le poète, il ne va pas chercher un tissu. Il va chercher ce qu'on appelle les mots. Les mots du langage ordinaire. Ces mots, il les choisit, comme le dit Raymond Queneau, bien choisis, bien placés. Il les choisit, il les place à l'endroit qu'il faut. Il leur donne le sens qu'il faut pour arriver à créer un poème. Ça veut dire qu'au-delà de la sensibilité, la poésie demande un travail que le poète effectue sur le langage. Un travail où il va chercher l'harmonie sonore, comme vous l'avez vu en classe, une harmonie visuelle également dans la disposition de la page, l'harmonie à travers les images, les figures de style qu'il va mettre en place, le sens connoté qu'il va donner aux mots pour faire un beau poème. C'est pour cela que dès le XVIIe siècle, quelqu'un comme Malherbe s'est toujours considéré comme un arrangeur de syllabes, un artisan des mots, un artisan du vers. Parce qu'à la base, il faut un travail pour créer un texte poétique. C'est le travail du poète sur les mots. Donc, qui dit poésie, dit harmonie visuelle dans la forme, dit harmonie également auditive dans l'emploi de la sonorité des mots, dit musicalité avec les rimes, dit musicalité avec les rythmes, dit également image poétique, ce qu'on appelle aujourd'hui les figures de style. On a différents genres de poésie. On a une poésie qui est épique, qui renvoie à l'épopée, si je peux dire. On l'a par exemple dans le cas de Homère avec l'Iliade. On peut avoir une poésie dramatique
avec les textes de Molière qui sont écrits sous forme de poèmes bien versifiés. Une poésie également qui peut être lyrique dans l'expression des sentiments. Une poésie qui peut être satirique, c'est-à-dire assez critique. Là, on l'a par exemple dans le cas de Boileau. On a également une poésie qui cherche à enseigner, à divulguer des leçons de morale. On l'a par exemple dans l'art poétique. Voilà. Maintenant, pour ce qui s'agit du roman. Le roman est le genre le plus populaire. Pourquoi? Parce que le roman semble être le genre le plus accessible pour le public. Lorsqu'on lit un roman, on y retrouve des personnages auxquels on s'identifie. On y retrouve un cadre qui vous parle. Si vous prenez une si longue lettre, le cadre vous parle parce que c'est la réalité sénégalaise. On y retrouve des thématiques qui sont les thèmes du thèmes du quotidien. Le roman, la base du roman, c'est d'abord l'intrigue, c'est l'histoire qui est racontée. Maintenant, autour de l'intrigue, on a cette interaction-là entre les personnages que vous étudiez avec le schéma actentiel. On a l'enchaînement des actions qui est étudié avec le schéma narratif. On en vient maintenant à la position du narrateur dans son texte. On a parlé des personnages, on a parlé du cadre. Seulement, le narrateur, celui qui raconte l'histoire, a plusieurs postures à l'intérieur de son roman. Quand il est quelqu'un comme Balzac, il sait tout. Il sait ce qui s'est passé avant. Il connaît l'histoire de Madame Vauquer. Il connaît le passé du père Goriot. Là, on est dans le cas d'un narrateur omniscient. Il est comme Dieu dans son texte. On peut également avoir un narrateur qui est externe, qui regarde la scène, qui décrit la scène. Il ne sait rien, il ne rapporte que les faits. C'est par exemple le cas de Victor Hugo dans Les Misérables. Voilà. On peut également avoir un narrateur qui est lui-même actant, personnage dans son texte. Il peut être le héros ou il peut être témoin des actions du héros. Là, vous l'avez eu dans votre œuvre au programme cette année avec l'étranger, en espérant que vous l'avez lu. Vous l'avez lu. Ouais, ça, c'est ce que vous dites, généralement. Malheureusement, vous ne lisez pas. Ils ont lu. Oui. Tu n'es grec. Ok. Ah, mais même si vous n'avez pas lu, il est bien d'aller sur Google. Il y a toutes les connaissances. Vous allez vous télécharger le livre. Si vous n'avez pas le temps, vous allez chercher le résumé. Au moins avoir un aperçu de ce qui est raconté. On en vient au théâtre. Lorsqu'on parle du théâtre, on parle d'un spectacle. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit regarder. Ça, c'est le théâtre mise en scène. Les textes poétiques, le texte dramatique que nous étudions en classe de terminale, c'est un texte qui est d'abord écrit, qui est destiné à la mise en scène. Dans le texte théâtral, on va retrouver les personnages. Ces personnages qui prennent la parole à la place du narrateur, de l'auteur au départ. C'est pour cela qu'on parle de double énonciation. Il y a celui qui raconte et celui qui va jouer la scène. Donc on a une mise en scène pour parler de théâtre. On a également le jeu de l'acteur. Ça veut dire que l'acteur n'est pas la personne qui est dans l'œuvre. Il endosse une personnalité. Il joue un rôle. C'est pour cela qu'on a un spectacle. Le rôle qu'il joue, généralement, il imite quelque chose. On parle alors de mimésis, d'une imitation des actions de tous les jours, des actions d'un personnage. Ce n'est pas lui. Aujourd'hui, Modou peut incarner ce personnage. Demain, Fatou peut incarner le même personnage. C'est juste un jeu de rôle. À l'intérieur d'une pièce de théâtre, on va retrouver les dialogues, l'interaction entre les différents personnages. C'est à partir du dialogue qu'on a la progression de la trame théâtrale.
Dans la pièce de théâtre, les grandes étapes, à l'opposé du roman, on parle de chapitres. Là, on va parler des actes. Comment ça s'appelle? On va parler des actes. À l'intérieur des actes, on va y retrouver ce qu'on appelle des scènes. C'est la plus petite unité dramatique. Le théâtre, vous l'apprenez depuis la classe de seconde, je crois. Voilà. Avec le XVIIe siècle, vous avez appris les règles du théâtre. Les deux grandes règles, c'est la bienséance. Ça veut dire que dans une pièce de théâtre, on doit éviter de choquer. On doit également aller vers la vraisemblance. On ne doit pas montrer des choses qui dépassent l'image, la raison de l'homme. Des choses qui ne peuvent pas être expliquées, compris par l'homme. Ces actions doivent paraître assez vraies pour que le spectateur puisse adhérer à la mise en scène. Voilà. On a la tragédie quand on a la présence de la mort. On a la comédie avec des actions qui font rire. On a entre les deux la tragicomédie qui allie à la fois de la tragédie et de la comédie. On a eu également ce qu'on appelle le drame, surtout avec Victor Hugo, le drame romantique. Maintenant, on va aller vers les fonctions de la littérature. J'espère que je ne tire pas trop en longueur. Voilà. Les fonctions de la littérature. Pour chaque fonction, on va parler des trois genres: poésie, roman et théâtre. Lorsqu'on parle de l'esthétique, c'est la première fonction qu'on avait énumérée. Puisque aujourd'hui, dans vos productions, on vous demande de réfléchir par idée directrice, de réfléchir par argument. On va essayer d'y aller avec des arguments. Qu'est-ce qui fait que la poésie a une dimension esthétique? On a cette dimension esthétique parce que d'abord, on a la beauté formelle. Cette beauté formelle, on l'a avec les formes fixes, on l'a avec les formes libres, on l'a surtout avec la présence du vers. Seulement, le vers n'est pas la seule forme poétique. Un texte en prose peut être poétique, dès lors qu'on y retrouve une certaine harmonie sonore, une certaine harmonie musicale. Voilà. La beauté formelle, on l'a également dans le verset. Si on prend le cas de Senghor, par exemple, dans Femme noire, femme nue, femme noire. Voilà. Texte écrit en verset, regroupement de vers assez long. On a également eu le vers impair. Ça, c'est dans la métrique. On a eu également ce qu'on appelle en poésie le fragment. C'est une petite phrase de 2 ou 3 vers qui résume une idée. Les fragments, on les a surtout avec Guillaume Apollinaire. Non, plutôt avec René Char dans Feuillet d'Hypnose. C'est un surréaliste. Aujourd'hui, de nos jours, on parle du haïku, un texte poétique japonais assez court. On a également dans les formes poétiques ce qu'on appelle le slam. Le slam, vous connaissez? Voilà, je crois que c'est un genre qui est en train de se répandre au Sénégal. Voilà. La poésie également est esthétique parce qu'on a une beauté visuelle. Cette beauté visuelle, on l'a surtout avec les calligrammes. Par exemple, les calligrammes de Guillaume Apollinaire. On l'a également dans la disposition du texte, avec l'usage de majuscules à l'intérieur, de mots en majuscules à l'intérieur du texte. Comme par exemple, ils sont venus ce soir, voilà, de Léon Gontran Damas. On peut avoir également un texte où le poète va utiliser des mots en italique, comme le fait Senghor dans ses textes. Voilà. La poésie est également esthétique parce qu'on a cette beauté sonore. C'est d'abord un chant. Cette notion vient de ses origines. Dans l'Iliade et dans l'Odyssée, Homère chante les hauts faits d'Ulysse dans l'Odyssée, les hauts faits d'Achille dans l'Iliade. C'est de là que vient l'expression le talon d'Achille, la partie faible d'une personne. Voilà. On a également cette musicalité
dans la chanson de Roland. Ça, c'est dans le Moyen Âge. La musicalité, je l'avais dit déjà, ce sont les rimes, ce sont les rythmes, c'est l'harmonie musicale qui passe aussi par la reprise des vers. Si vous prenez un texte comme Elsa au miroir, on revient toujours sur cette femme qui est en train de se peigner. Les mêmes vers reviennent, les mêmes vers sont répétés indéfiniment. Si vous prenez le texte Liberté de Éluard, je crois, Éluard Apollinaire, je ne me rappelle plus. Le texte est basé sur une reprise des vers, ce qu'on appelle une litanie. Cette répétition des vers entraîne également ce qu'on appelle une beauté sonore. On peut également citer le cas de Senghor, lorsqu'il fait intervenir les instruments de musique dans ses textes, le tam-tam, le riti, les balafons, le tama. Voilà. Ces instruments de musique, d'ailleurs lui-même il appelle la poésie way. Way. Parce que ça doit être d'abord chant, musique, ça doit être parole. Les deux vont de pair.